Aujourd'hui, les données elles sont assez claires pour qu'on ait un impact sur la structure tendineuse en tant que telle, sur la matrice collagénique. Il nous faut de l'intensité, et il faut un temps sous tension assez conséquent. Et il faut également planifier la récupération. Une discordance totale entre ce qu'on peut faire, même lorsque c'est très bien chargé, entre les entraînements en résistance et ne serait-ce que toutes les activités de course, que ce soit course à vitesse lente, vitesse constante ou les accels, décels, etc. Et donc en fait, pour faire le pont entre les deux, nous avons un outil, c'est la pliométrie. La douleur, elle est tellement multimodale et multifactorielle qu'un exercice peut être douloureux, mais ne pas représenter nécessairement, ne pas être corrélé à quel point le tissu est contraint. De toute façon, on peut pas travailler, j'ai envie de dire, de manière optimale le complexe et l'unité muscle-tendon, mollet, tendon d'Achille sans intégrer le travail du pied. Dans les études interventionnelles qui sont intéressées à comment soigner les patients en rééducation, quand tu t'intéresses au protocole, à aucun moment il y a des stratégies, du moins d'après la compréhension que j'ai de cette problématique-là que de récupérer pardon, la fin de flexion plantaire, qui me semble être optimale pour justement cibler ce déficit-là qui est effectivement très souvent retrouvé. Bienvenue sur Entendons, le podcast qui t'aide à t'épanouir en tant que kiné. Je m'appelle Augustin Castel, je suis kiné du sport et hôte de ce podcast qui est produit avec cœur par Full Physio. Alors chaque mois, vous êtes plus de 10 000 à nous écouter ou à même visionner nos épisodes dans lesquels nous recevons des professionnels passionnés qui viennent partager leurs astuces et leurs meilleurs conseils pour booster votre pratique clinique. D'ailleurs, un petit mot à propos de Full Physio qui est l'app incontournable utilisée par plus de 20 000 professionnels de la santé. Full Physio, c'est ton allié pour rester à la pointe en kiné, ainsi que proposer des traitements optimaux à tes patients et patientes. Plus concrètement, Full Physio, ce sont des milliers de ressources pour te faire gagner du temps dans ta veille scientifique, des outils cliniques tels que la prescription d'exercices, des fiches d'éducation thérapeutique, des bilans, ainsi que des formations en e-learning et en présentiel. Alors si toi aussi tu as envie de passer au niveau supérieur dans ta pratique, rejoins-nous sur fullphysio.com et promis, tu ne seras pas déçu. Et maintenant, place à l'épisode. Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Reich, qui est kinésithérapeute du sport, mais également préparateur physique. Aujourd'hui, on va mettre le focus dans cet épisode sur une pathologie bien précise et pourtant tant redoutée, à savoir la rupture du tendon d'Achille. On va discuter de plein de choses gravitant autour de cette pathologie, que ce soit les facteurs de risque pour comprendre pourquoi est-ce que ça peut survenir, mais également les erreurs à ne pas commettre, ou bien encore la place de la chirurgie. Et on parlera également de tendinopathie, à savoir la tendinopathie d'Achille. Ah, et d'ailleurs, si jamais le sujet t'intéresse, sache qu'on a une formation dédiée sur Full Physio Academy sur la tendinopathie d'Achille. Donc voilà, je te laisse aller faire un tour, je te mettrai le lien en description. Allez, bon épisode. Et salut Damien, écoute, merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode d'Entendons. Comme d'habitude, la question de d'habitude, c'est est-ce que tu pourrais te présenter à ceux ou celles qui ne te connaîtraient pas? Yes, salut Augustin et merci de l'invite. Très content d'être parmi toi aujourd'hui pour mon premier podcast. Donc oui, je m'appelle Damien Reich, je suis kiné en libéral depuis maintenant 6 ans en région parisienne. J'ai une pratique exclusivement libérale, mais je suis également préparateur physique en individuel pour certains athlètes. Et à côté de ça, j'ai également une activité de formateur, notamment sur les lésions myocollagéniques du complexe du mollet et les ruptures du tendon d'Achille. Ok. Ok. Voilà. C'est exactement de tout ça qu'on va un petit peu parler aujourd'hui et c'est pour ça que je suis hyper content que tu sois là parce que ce sont des choses qu'on rencontre énormément quand même au cabinet. La tendinopathie d'Achille, c'est quand même quelque chose qui est assez répandu. La rupture un peu moins, mais quand ça arrive, c'est quand même embêtant. Yes. Et donc, voilà, ici, je te propose qu'on commence un petit peu par aborder plutôt cette rupture du tendon d'Achille parce que j'avais posé la question à l'époque à Franck Le Gall, donc le médecin de l'équipe de France de football. Ouais. Et je pense que c'est lui ou c'est Guillaume Vassou. Je pense que c'est Guillaume Vassou. Un des deux m'avait dit que c'était une des blessures qu'il redoutait le plus pour ses joueurs parce que ça fait vraiment. C'était parti pour une longue rééducation. Euh, et du coup, je trouve ce qui fait peur dans ce type de blessure, c'est que ça survient souvent voilà, d'un coup comme ça. La personne, elle te dit bah non, j'avais pas spécialement mal. Enfin voilà, ça peut un peu survenir d'un coup. Est-ce que, du coup, aujourd'hui, selon ton expérience, selon ce que tu as pu voir dans la littérature, on possède des moyens de quand même déterminer des profils à risque pour cette pathologie, pour cette rupture du tendon d'Achille, ou au final, on n'en sait toujours rien en 2025? Yes. Alors, c'est très cool que tu commences le podcast de cette question parce qu'effectivement, c'est un truc qui revient souvent. Effectivement, il n'y a pas de symptômes annonciateurs la plupart du temps avant une rupture du tendon d'Achille et donc on peut se poser la question de savoir, finalement, notre patient, il présente pas de signe alarmant. Donc, comment on peut faire pour les aider à se protéger un maximum de cette blessure effectivement tant redoutée.
Euh, mais en réalité, comme n'importe quelle blessure sans contact, en tout cas les blessures myocollagéniques, je pense que nous pouvons pleinement mitiger, en tout cas le risque à la baisse que de connaître une rupture du tendon d'Achille. On peut vraiment minimiser la probabilité qu'ils connaissent cette blessure-là. Mhm. Euh, et par exemple, un premier élément de réponse, ça serait lorsqu'on souhaite mitiger ce risque de rupture du tendon d'Achille, dans une population donnée, dans une population cible, euh, il serait intéressant de comprendre comment, contextuellement, cette rupture peut survenir et donc de s'intéresser dans un premier temps au mécanisme lésionnel dans la population en question. Euh, Parce que ça va pleinement finalement impacter derrière le management qu'on va avoir de ces sportifs, de ces athlètes, comprendre euh, qu'est-ce que ce mécanisme lésionnel entraîne en termes de contraintes tendineuses et de contraintes mécaniques sur notre tendon. Et donc derrière, nous, dans notre entraînement, faire en sorte d'optimiser les capacités athlétiques et physiques du coup de l'unité muscle-tendon pour se protéger de ce mécanisme lésionnel-là. Et puis une fois qu'on a fait ça, ou en tout cas dans un continuum, peut-être plutôt en concomitance, également réexposer, ou en tout cas travailler sur ce mécanisme lésionnel-là, d'une manière plutôt contrôlée initialement, puis d'une manière plutôt chaotique, avec beaucoup d'informations pour se rapprocher en fait de ce qu'ils connaissent euh, en termes de compétition au moment où ils peuvent potentiellement connaître cette rupture. Et puis surtout ensuite il y a la question de à quelle dose également on peut le faire. Euh, et cette dose-là doit être, je dirais, au moins égale à ce qu'ils connaissent lors des compétitions ou des matchs les plus sollicitants pour eux. Parce que Mhm. du coup, en moyenne, bah, ils vont connaître des doses inférieures à cette exposition à ce mécanisme-là, et puis dès lors qu'ils vont s'exposer à une dose plus élevée, ils seront prêts également. Mhm. Donc finalement, il faut une approche un peu hiérarchisée dans un premier temps, je pense, d'un point de vue interventionnel vis-à-vis de ce mécanisme-là. Et puis derrière, il faut également essayer d'individualiser d'autant plus à l'individu qui est en face de nous. Et pour ça, bah, ça revient à essayer de comprendre quels sont les facteurs qui peuvent moduler justement le risque de connaître une rupture du tendon d'Achille. Donc c'est les fameux facteurs de risque Mhm. intrinsèques propres à l'individu et puis extrinsèques liés à son activité, etc. Mais donc comprendre que par exemple peut-être qu'un patient qui va être plutôt âgé sportivement, il semblerait qu'il y ait plutôt une répartition pardon, bimodale entre 30, 40 ans et 50, 60 ans. Et si ce même patient présente par exemple un antécédent de rupture du tendon d'Achille, ou alors qui fume depuis, je sais pas moi, 20 ans, qui présente une pathologie dysmétabolique ou autre, bah, nécessairement, il va présenter un risque plus élevé que de connaître une rupture du tendon d'Achille, et ce sera peut-être d'autant plus avec ce type d'individu qu'il faudra d'autant plus chercher à mettre en place des interventions qui rendent sa structure tendineuse d'autant plus robuste. Mhm. Euh, et puis il y a des données là récentes et qui font sens pour moi depuis pas mal de temps, qui sont sorties chez des joueurs de NBA justement. Et d'ailleurs cette année, c'est assez, l'incidence des ruptures du tendon d'Achille en NBA cette année est assez élevée. Ok. Je crois qu'il y a déjà 7 ruptures du tendon d'Achille. Ouf. Ah C'est ouais. c'est 7. vraiment, ouais, ça semble énorme. Mhm. Euh, et en fait, chez ces joueurs-là, enfin pas cette année, mais antérieurement, il y a une étude qui a mis en évidence que les antécédents de blessures chez les joueurs qui présentaient une rupture du tendon d'Achille concernaient majoritairement, dans un premier temps, les tendinopathies d'Achille, Ok. mais également des pathologies en lien avec le complexe pied-cheville. Ça pouvait aller de l'entorse à une fasciapathie, par exemple, fasciopathie. Mhm. Euh, et puis des blessures au mollet ou alors des atteintes du genou. Ok. Et donc je pense que on pourrait également faire un screening des antécédents de blessures des différents sportifs que compose un groupe, une équipe, etc. Et puis porter une intention un peu plus, une attention pardon un peu plus particulière à ces athlètes-là pour guider également notre entraînement. Parce qu'effectivement dans l'étude en question, il n'y avait pas de lien de causalité, mais néanmoins effectivement si tu fais une entorse latérale de cheville et que tu reprépares pas l'unité muscle-tendon à connaître ce à quoi elle va être exposée, nécessairement tu t'exposes à un risque beaucoup plus élevé. Mhm. Ok. Euh, et puis alors, ça c'est de ma réflexion, mais je pense que, et je crois qu'en France, c'est pas possible parce qu'on n'a pas recours à cette imagerie-là. Je sais pas c'est comment en Belgique. Mhm. J'imagine que tu as déjà entendu parler de l'UTC. Ouais. Ouais.
Donc je me dis que peut-être que de monitorer la structure tendineuse de nos patients de manière régulière, par exemple en pré-saison, et puis à des moments clés ou après un cycle d'entraînement, toutes les 4, 6, 8 semaines, je ne sais pas, parce que on sait à l'heure actuelle que la structure tendineuse peut s'adapter sur cette durée-là. Mhm. Eh bien, peut-être que de la monitorer régulièrement pourrait contribuer également à comprendre que par moment, en fonction du calendrier ou de l'entraînement qu'on met en place, la structure devient moins robuste et auquel cas on pourrait s'adapter et mettre des interventions en place. Mhm. Parce que c'est un truc dont on n'a pas encore parlé, mais il semblerait effectivement que les ruptures du tendon d'Achille surviennent majoritairement sur une structure collagénique plutôt dégénérative. Ouais. Ce qui peut expliquer aussi cette espèce de corrélation, en tout cas, ces résultats dont tu parles dans NBA, où il y a eu des tendinopathies d'Achille sur des tendons Yes, qui ont rupturé après. Et, c'est ça. et donc, ouais, c'est vrai que j'avais lu ça aussi, que vraiment, en fait, il n'y avait pas de douleur spécialement avant, donc ça, c'était le Mm. plus déroutant, mais qu'à par contre, l'état de la structure était quand même important, bien que on est dans une ère où on s'éloigne de ça, mais du coup, c'est marrant parce qu'on y revient un petit Ouais, peu, tu vois. On est en train de dire, ok. enfin là, si je parle pour les tendinopathies, ah, mais la structure du tendon, elle est plus très importante parce qu'en fait, un tendon peut très bien aller mieux sans pour autant qu'on ait changé sa structure 12 mois après. Mais à la fois, on voit quand même qu'il y a quand même une petite importance contextuellement parlant. Et après, l'idée, c'est de voir quand est-ce que c'est important, quand est-ce que ça l'est pas. Mais peut-être que c'est plus important avec un sportif de haut niveau qu'avec monsieur et madame tout le monde. Je sais rien. Mais ça, j'ai pas la réponse. Mais après, et je pense une question intéressante, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut espérer agir sur cette structure tendineuse, tu vois, avec, t'en parlais là, mais avec quel type de modalité d'exercice, Ouais. comment, etc. Je sais pas, toi, quel est ton avis par rapport à ça? Aujourd'hui, les données elles sont assez claires pour qu'on ait un impact sur la structure tendineuse en tant que telle, sur la matrice collagénique. Mhm. Il nous faut de l'intensité dans l'exercice. Et les données nous semblent nous montrer qu'il faut un minima 70% de la contraction musculaire isométrique max, Ouais. volontaire. Il faut un temps sous tension assez conséquent. Il semblerait un minimum de 3 secondes de temps sous tension. Mhm. Euh, il faut également, en tout cas dans le cadre du tendon d'Achille, il semblerait que ça permette d'optimiser ça. Il faudrait un chouïa de flexion dorsale au cours de notre mouvement. À Mhm. partir de 5 degrés, il semblerait que ça soit pertinent. Mhm. Il faut également planifier la récupération. Et planifier la récupération notamment quand on met des contraintes mécaniques intenses sur notre tendon d'Achille. Mhm. Euh, Parce qu'il y a des données qui nous montrent que lorsqu'on met des contraintes intenses sur notre tendon d'Achille, pour qu'il puisse être en mesure d'avoir une balance entre la dégradation et la synthèse collagénique en faveur de la synthèse, ne doit pas reconnaître de contraintes intenses sous 36 heures. Ouais. Donc, il faut attendre à minima 36 voire même 48 heures pour être dans cet effet net de synthèse collagénique et non pas de dégradation. Mhm. Euh, et donc, une fois qu'on met en place, pardon, ces modalités-là, derrière, on sait que sous 4 à 6 semaines, nous allons avoir un impact sur la structure tendineuse. Mhm. Ça, c'est intéressant, tu vois, parce que je pense qu'on a tendance à sous-charger un peu nos patients et à juste faire des heel raise, donc des montées sur pointe sur une jambe, mais sans poids en plus. Alors, si on n'a pas le matos, c'est vrai que c'est parfois un peu plus compliqué parce que c'est des muscles assez forts, Complètement. mais je pense qu'on a tendance à quand même les sous-charger et que, comme tu le dis là, 70% de la contraction volontaire maximale, c'est déjà une bonne charge généralement. Ouais, ça représente une vraie charge, et effectivement, d'autant plus que c'est des tissus qui sont très robustes. Mhm. Donc, faire, comme tu le disais, un heel raise sur une jambe au poids de corps, ça peut être un excellent exercice d'activation neuromusculaire, mais on fera pas grand-chose de plus. Ouais. Et là, tu vois, si ceux ou celles qui nous écoutent, ils se disent, OK, mais on parle souvent de la pliométrie pour le tendon. Du coup, est-ce que je dois en faire ou pas? Parce que là, en soi, on est en train de dire qu'il faut limite du lent et lourd, en fait, pour aller agir sur ce tendon, ou de l'isométrie lourde dans tous les cas, qui est tenue quand même un Yes. certain temps. Quid de la place? Bon, là, on est en train de partir un peu plus loin que la rupture du tendon d'Achille, mais je pense que c'est tellement lié, et je trouve que c'est des sujets C'est tellement clair. intéressants, et du coup, ça m'intéresse d'avoir ton retour là-dessus. La place de la pliométrie pour toi là-dedans, elle se trouve où et dans pourquoi est-ce qu'on irait faire de la pliométrie vu que là on vient de dire, je fais un peu l'avocat du diable, que pour le tendon agir dessus il faut du lourd. Yes. La pliométrie, elle a pleinement sa place effectivement dans
le management qu'on a de notre patient et de leur continuum rééducatif. Mhm. Parce qu'en fait, il y a une discordance totale entre ce qu'on peut faire, même lorsque c'est très bien chargé et avec de très bonnes modalités, entre les entraînements en résistance et ne serait-ce que toutes les activités de course, Mhm. que ce soit course à vitesse lente, vitesse constante ou les accels, décels, etc. Et donc en fait, pour faire le pont entre les deux, ben, nous avons un outil, c'est la pliométrie, Mhm. qui implique derrière donc de connaître également les modalités, les variables qui nous permettent de rendre nos exercices de pliométrie plus ou moins intenses pour que la réexposition à la pliométrie se fasse de manière la plus sécuritaire possible. Ouais. Maintenant, la pliométrie ne nous permettra probablement pas que de créer de l'adaptation tendineuse parce qu'elle ne respecte pas effectivement les critères dont on a parlé avant. Ouais. Ouais, c'est trop rapide, le temps C'est ça. le temps de contact, enfin non, le temps de contact est très court, mais Ouais. le temps sous tension, pardon, est trop court. Ouais. Et donc forcément, mais comme tu l'as dit, c'est un continuum. Et je pense que maintenant, avant, on mettait souvent là, je parle plus des tendinopathies, mais on mettait souvent la pliométrie, même la pliométrie base, donc vraiment juste les petits rebonds, etc., en fin de rééducation. Et là, je m'appuie sur ce que fait Peter Malliaras, qui est un chercheur qui fait beaucoup avancer, je trouve, en tout cas, qui publie beaucoup de choses hyper intéressantes par rapport aux tendinopathies, notamment du membre inférieur. Et lui, par exemple, dans son continuum, eh ben, il préconise de faire de la pliométrie douce, mais dès les premiers stades, entre guillemets, de la tendinopathie, et pas d'attendre d'attendre 3, 4, 5 mois, j'en sais rien, avant de réintroduire des petits sauts. Et il dit que c'est un stimuli comme un autre, mais juste que forcément, tu vas pas faire sauter ton patient. Allez, tu vas pas lui faire du drop jump incroyablement fort, mais juste des petits sauts répétés. Déjà, ça, c'est des informations aussi utiles et pour lui qui met presque sur le même niveau que faire des heel raise lourds. Donc voilà, ça, je trouvais ça intéressant, le fait de ne pas se dire que la pliométrie, c'est d'office à la fin de la rééducation. Je pense que ça peut être réintroduit assez tôt, tant que c'est pas douloureux. Ouais. Ou même si, enfin, là, du coup, on a switché, on est dans le cadre de Ouais, tendinopathie, mais je pense que si c'est douloureux, mais que parce qu'en fait, la douleur, elle est tellement multimodale et multifactorielle qu'un exercice peut être douloureux, mais ouais, ne pas représenter nécessairement, ne pas être corrélé à quel point le tissu est contraint. ouais, Ça, c'est l'étude de Sancho et collaborateurs il y a 2 ans qui l'ont mis en évidence, ouais. dans le cadre des tendinopathies, justement. Et donc, Mhm. on peut s'autoriser, je pense, à travailler avec de la douleur si on sait que le monitoring d'entraînement qu'on a fait avec le patient est cohérent, puisque bah, vu que la douleur elle est modulée par tellement de facteurs, ça ne devra pas forcément dire que ça va être délétère pour notre patient. Mhm. Mais effectivement, je rejoins pleinement ce que tu dis concernant ce que propose Peter Malarias, dans le sens où, dans le cadre d'une tendinopathie, je pense qu'il est primordial que de maintenir un maximum l'ensemble des capacités de notre tendon pour essayer d'optimiser le temps de rééducation et pour que le retour à l'activité sportive soit des plus sécuritaires et des plus précoces également. Mhm. Ouais. Et justement, en parlant un petit peu de bon, retour à l'activité, etc., là, on a abordé un petit peu voilà, le fait, est-ce qu'on pouvait établir un profil à risque? Tu nous as cité, évidemment, ça peut être l'âge avancé, les comorbidités, comme en fait, même l'obésité, le diabète, etc., qui sont des choses en fait, qu'on retrouve dans la plupart des maladies, des pathologies musculo-squelettiques. J'ai l'impression que ça fait toujours un peu partie du tableau, presque. Ouais. Si tu as du diabète, etc., c'est toujours quelque chose qui va quand même augmenter un peu les chances que tu souffres de quelque chose, malheureusement. Mais du coup, on a parlé aussi de cette dégénérescence du tendon. Ici, si on parle un petit peu aussi de la prise en charge, on voit deux paradigmes qui émergent en ce moment. Enfin, en ce moment, ça fait depuis des années, hein, évidemment, mais la chirurgie et le traitement conservateur. Donc, en gros, est-ce qu'on opère ou on n'opère pas? Ici, je précise je reviens dans ma tête, je ne l'ai pas encore dit à l'oral, mais sur la rupture du tendon d'Achille. On sort un peu des tendinopathies. Euh, mais grosso modo, euh, quel est ton avis, toi, par rapport à cette chirurgie et ce traitement conservateur Parce qu'au final, on finit par plus trop savoir. Tu vois, tu as un patient qui vient devant toi. Enfin, non, généralement, il arrive après qu'il s'est fait la rupture du tendon. Mais imagine, tu as un pote qui te demande, ouais, je me suis fait une rupture. Est-ce que je dois me faire opérer ou pas? De quoi tenir compte? Et au final, est-ce que ces études qui montrent que le traitement conservateur est aussi efficace, voire même mieux parfois que la chirurgie, est-ce qu'elles sont fiables? Bref, qu'est-ce que tu en penses? Yes. Effectivement, comme tu viens de le dire, il y a maintenant des données qui semblent nous montrer que
nous avons le choix, entre guillemets, que de se faire opérer ou non, parce qu'il semblerait qu'il y ait un taux de rupture après traitement chirurgical ou traitement conservateur qui soit similaire. Donc c'est aussi sécuritaire de se faire opérer que de ne pas se faire opérer. Si et seulement si, on remet en charge précocement notre tendon Mhm. et qu'on pratique une rééducation dite fonctionnelle précoce. Et par Mhm. précoce, en règle générale, on peut retrouver des papiers qui parlent de 2 semaines. Ok. Donc on sait qu'en fait, parce qu'initialement, si on refait un peu l'historique, on opérait tout le monde, il n'y avait Mhm. pas tellement de choix, et puis on immobilisait de manière stricte, donc avec une résine, un plâtre, pendant 6, 8, 10, 12 semaines, et puis après on commençait la rééducation. Sauf qu'on sait que le tendon d'Achille, c'est une structure qui est mécanosensible, autrement dit, elle va réagir à la contrainte mécanique à laquelle elle va être exposée, et donc le fait de l'immobiliser de manière stricte, ça ne permet qu'une seule chose, finalement, c'est oui, ne pas prendre de risques dans le sens où on va pas venir allonger le tendon, etc. Par contre, en aucun cas, on va augmenter sa robustesse. Mhm. Et donc derrière, bah, on a commencé à avoir émergé des preuves qui s'intéressaient à, ok, bah, si maintenant on remet en charge précocement notre tendon, comment ça se passe? Et donc ces données-là nous montrent que bah, si on remet en charge précocement notre tendon, la cicatrisation, elle est plus rapide avec du tissu tendineux plus mature et plus robuste. Mhm. Et Ok. ce qui fait tellement cohérent finalement avec comment fonctionne un tendon physiologiquement. Ouais. Ok. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a des preuves vraiment qui nous montrent que bah, traitement chirurgical entre guillemets égal à traitement conservateur, si et seulement si on fait une rééducation fonctionnelle précoce avec associé à donc une remise en charge précoce du tendon. Ok. Donc il faut non pas immobiliser via un plâtre, mais plutôt une botte, ce qui va nous permettre très rapidement, dans les 2 semaines, disons, de pouvoir retravailler avec notre patient au regard de sa structure tendineuse de manière sécuritaire, évidemment. Ok. Et est-ce qu'il y a des cas où la chirurgie, au final, elle reste plus intéressante ou est-ce que, tu vois, parfois, en fait, parfois, par exemple, la chirurgie ne donne pas des meilleurs résultats, mais par contre, à X années, ça garantit quand même au niveau de la fonction chez parfois certains sportifs, etc., de haut niveau. Ça peut être un petit peu supérieur. Ici, dans le cadre de la rupture du tendon d'Achille, on en est où à ce niveau-là? Enfin, je sais pas si tu as les infos, si tu les as pas, Ouais. t'inquiète, hein. Euh, il y a des données qui semblent montrer qu'avec un traitement chirurgical, déjà, on pourrait, il y a deux, trois études qui montrent ça, récupérer un plus haut niveau de force. Mmh. Moi, lorsque je lis ces données, je mets en évidence un gros facteur confondant qui est surtout qu'est-ce que nous, en tant que kinésithérapeute, on va faire avec notre patient. Parce que pour qu'il retrouve de vrais niveaux de force, bah, ça va passer de nouveau par de l'entraînement. Donc si on peut, enfin, notre patient peut connaître la meilleure chirurgie du monde. Et Mmh. d'ailleurs, à ce titre, je crois qu'il n'y a pas d'effet de supériorité de notre type de chirurgie par rapport à une autre. Mmh. Mais admettons que notre patient connaisse la meilleure chirurgie du monde. Si derrière nous, en rééducation, on ne fait pas un plan d'entraînement qui permette de retrouver de très hauts niveaux de force, alors il va pas mieux récupérer d'un point de vue force que si il ne s'était pas fait opérer. Et OK. maintenant, d'un point de vue performance, là encore, il semblerait pas qu'il y ait de différence entre traitement conservateur et traitement chirurgical, OK. si remise en charge précoce et OK. immobilisation relative par botte. OK. Voilà. Donc il y a peu au final, il y a peu d'avantages à se faire opérer aujourd'hui. Enfin, après, tu vas me dire, c'est toujours Bah, contextuel, enfin, ça dépend du patient, comme on dit toujours, exactement. C'est là mais où j'allais en venir, c'est ouais. qu'il faut néanmoins être en mesure de proposer les deux possibilités aux patients, puis également sous-grouper en fonction de quel est le patient et l'humain qui est en face de nous. Si Mmh. c'est un patient qui, un dimanche après-midi, s'est rompu le tendon d'Achille parce qu'il a chuté de son escabeau alors qu'il était en train de jardiner, et qu'à côté de ça, ça fait 40 ans qu'il fume, qu'il est diabétique par exemple, comme tu le disais tout à l'heure, qui fait de l'hypercholestérolémie et qui pratique peu ou pas d'activité sportive, Ouais. bah, on comprend bien que, il va être plus sujet à peut-être réaliser un traitement conservateur pour minimiser le risque infectieux ou de nécrose cutanée ou que sais-je. Ah oui, OK. Tu vois? Ouais. Ouais, mais je trouve que les rééducations de rupture du tendon d'Achille, on a souvent peur, tu vois, que ça pète, tu vois? Complètement. Enfin, c'est un Ouais. truc, j'ai un jour malheureusement un collègue, où, le tendon de son patient a lâché, tu vois? En pleine rééducation, je sais plus ça faisait combien de mois qu'ils étaient en rééduc, mais sur une fente arrière, le mec a mis son pied au sol et c'est son pied arrière, bam, Ouais. son truc a lâché. Mais je trouve ça terrifiant, je touche du bois, ça m'est jamais arrivé, mais du coup
tu vois, on peut trouver du coup pas mal de protocoles aussi, tu vois, dans la littérature. Toi, Ouais. t'en penses quoi de ces protocoles? Parce qu'on a envie de suivre ces protocoles en se disant, ben, on va suivre un truc carré, comme ça va pas péter, on va pas avoir un mauvais avis sur Google et on va pas devoir tout recommencer avec le patient et puis ça fait, enfin, c'est toujours ennuyant. Donc, toi, t'en penses quoi de ces protocoles? Ouais. Moi, ces protocoles de toutes les études interventionnelles que j'ai pu lire, et aujourd'hui en 2025, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mhm, Je me suis jamais dit, tiens, il y a vraiment un protocole qui semble ne pas être justement, comme tu le dis, surprotecteur. mhm, Dans le sens où la plupart des protocoles pardon, sous-sollicitent au possible, je trouve, la structure du tendon d'Achille. Alors qu'aujourd'hui, on a accumulé suffisamment de données pour comprendre ce que le tendon aime d'un point de vue contrainte tendineuse, entre les contraintes tensiles, compressives, combinées, etc. Mais également suffisamment de données biomécaniques pour comprendre quel exercice sollicite à quel point la structure tendineuse au sein de l'unité muscle-tendon et donc de derrière très graduelle. mhm, Et puis en parallèle de tout ça, si on met en place les modalités qui nous permettent d'être très sécuritaires dans notre prise en charge, comme par exemple sur la mise en place, enfin au cours du début de notre continuum rééducatif, respecter l'amplitude d'immobilisation permise par la botte puis les talonnettes, et de le remettre en charge graduellement, d'abord peut-être juste en faisant de l'activation neuromusculaire pour lever l'inhibition, puis avec de la charge, là aussi de manière progressive, etc. En règle générale, ça se passe toujours très bien. mhm. Mais je pense que, tu sais, on dit souvent ce truc de, on transmet un peu nos peurs aux patients Ouais, plutôt que ça vienne d'eux-mêmes. Et je pense qu'on envoie un message aussi qui est pas forcément très bon si on fait comprendre à notre patient que nous-mêmes, on a peur que de les charger. ouais. Alors qu'en réalité, une structure tendineuse, c'est tellement robuste et d'autant plus celle du tendon d'Achille Mhm, que vraiment, si on fait les choses graduellement, tout se passe très bien. mhm. Et puis il y a un truc aussi qui nous permet de minimiser cette incertitude, pardon, de est-ce que peut-être ça va péter si je fais tel exercice ou non. C'est de comprendre que bah déjà il y a une phase au sein de notre continuum où on recense un peu plus de rupture du tendon d'Achille. Donc peut-être que c'est des phases c'est une phase durant laquelle, pardon, on va incorporer des exercices d'autant plus sollicitants pour notre tendon Mhm. et auquel Ouais. cas il faudra être un peu plus, comment dirais-je, graduel et attentif. Et donc, également avoir en tête tous les moments de la rééduc dans notre continuum où bah, finalement on expose notre patient de par bah, l'augmentation de la contrainte sur le tendon Mhm. à des situations où il sera un peu plus à risque de connaître une récidive. Ok. Et ces moments-là, c'est quand on sort de la botte et qu'on serait exposé à de la marche, par exemple. Mhm. Il faut encore s'autoriser en sortant de la botte à peut-être béquiller en gardant des talonnettes pour que toujours le secteur d'immobilisation qui respecte du coup la suture tendineuse si jamais il a été opéré bah, soit toujours présent au retour à la marche. Béquiller parce que très clairement lorsqu'on sort de la botte, c'est en règle générale à partir de 6-8 semaines si on a réussi à les voir précocement, on possède pas, enfin les patients ne possèdent pas les niveaux de force qui leur permettent de propulser. Ouais. Ils ont beaucoup perdu. Ils ont énormément perdu. Ouais. Et puis derrière, dès lors qu'on va réintroduire par exemple de la pliométrie, si on n'a pas fait les choses correctement avant, ça représente un haut niveau de risque au sein du continuum rééducatif. Ouais. Parce que bah, entre entraînement en résistance et pliométrique, il y a une contrainte biomécanique qui diffère énormément, c'est ce qu'on appelle le taux de charge. Mhm. Donc à quelle vitesse est appliqué le pic de contrainte. Et lorsqu'on observe ça entre un entraînement en résistance dynamique et un exopliométrie, bah, il y a un taux de charge qui est pleinement discordant. Mhm. Donc si on n'a pas fait le pont entre les deux, c'est compliqué. Et puis sinon, les autres moments de la rééduc où il faut être également attentif, c'est bah, quand on expose notre patient à la course. Parce Mhm. que derrière, oui, il y a des taux de charge et on l'a fait via la pliométrie, mais de manière cumulée dans le temps. Donc il va falloir mettre en place un monitoring de la course qui soit très cohérent pour notre patient. Et puis quand on expose notre patient à toutes les actions de haute intensité. Mhm. Ok. Mais le fait, je pense, que d'identifier les moments où les patients sont plus à risque de reconnaître une rupture va permettre de minimiser cette incertitude, de se dire, OK, là, je sais que ça manque est plus à risque. Qu'est-ce que j'ai fait avant? Était-ce suffisant? Mhm. Oui, non. Et maintenant, comment je réintroduis ça pour que ça soit très sécuritaire? Ok. Et tu vois, tu parlais là de la reprise de pliométrie. Est-ce que tu as Ouais. des, bon, je sais pas à quel point tu en as là sous le coude, mais des critères, en fait, quand est-ce que tu te dis, OK, là, mon patient, il y a des grosses chances pour qu'il soit prêt pour faire, pour retester la pliométrie? Yes. Alors, effectivement, dans la littérature, il y a 0 critère pour ça. Ouais.
parce qu'il y a énormément de la littérature concernant les ruptures du tendon d'Achille sur plein d'aspects, mais pour ça, il y a vraiment rien. Mhm. Maintenant, il faut se demander qu'est-ce qui implique de faire de la pliométrie sur la structure tendon. Il faut un peu réfléchir comme si on était à la place du tendon, je pense, et se dire ça va nécessiter des hauts pics de contraintes mécaniques. Mhm. Les hauts pics de contraintes mécaniques, on peut nous les travailler via l'entraînement en résistance. Mhm. Et derrière, ça va nécessiter donc des hauts taux de charge. Les hauts taux de charge via l'entraînement en résistance, on ne peut pas le faire. Ouais. Par contre, en manipulant les modalités, les variables d'un exercice pliométrique, on peut, même si on prend l'exercice pliométrique le moins sollicitant, le rendre d'autant moins sollicitant Ouais. en manipulant ces variables Mhm. pour faire en sorte que l'exercice soit finalement à un taux de charge qui soit diminué par rapport aux données bioméca que l'on a à l'heure actuelle sur ce même exercice. Je Ouais. sais pas si tu vois ce que je Ouais. veux dire. Ouais. Et tu aurais un exemple, juste, bon, même si là, pour Ouais, ceux ou celles qui nous écoutent, ça va être plus compliqué, mais on va essayer de décrire un petit peu, mais juste un exemple pour illustrer, parce que j'ai compris ce que tu disais, yes. mais si tu as ça. Exemple, on se replace un peu dans le continuum rééducatif et on a fait, je sais pas moi, pendant 6 semaines, donc on a réussi à lever l'inhibition musculaire parce qu'on a fait de l'activation intense. Et puis on a remis en place un travail, on a récupéré des hauts niveaux de force et une structure tendineuse un peu plus robuste parce qu'on a eu le temps nécessaire pour. Mhm. Et maintenant on se dit tiens, je vais exposer mon patient à la plio. Généralement, un exercice de plio qui est très souvent utilisé, c'est les pogo jump. Ouais. Ouais. Euh, Pour le rendre moins sollicitant que ce que l'on sait des données bioméca qu'on a issues des études, on peut par exemple faire en sorte de décharger l'exercice, Mhm. prendre appui sur les deux jambes, sur les deux bras, pardon, Ouais. ou via un élastique. Mhm. On peut demander à notre athlète de faire le moins de bruit possible au sol, parce Mhm. que le fait de faire moins de bruit va appliquer moins de contraintes de réaction du sol sur les membres inférieurs, donc le complexe pied-mollet va moins taffer, donc le Mhm. tendon d'Achille également. Euh, Et puis il y a d'autres variables. Alors par contre, si on demande de faire moins de bruit au sol, il va passer un peu plus de temps au sol. Ouais. Donc ça implique qu'on ait récupéré une certaine tolérance à l'étirement au niveau du tendon pour qu'on puisse respecter l'amplitude que tolère notre tendon d'un point de vue, disons, Mhm. flexion dorsale. Ouais. Et puis derrière, il y a encore d'autres modalités qu'on peut mettre en place pour soit décharger, soit progressivement en fait de plus en plus charger Ouais. Ok. notre tendon. Je sais pas si Ok. c'est plus Ouais. clair comme ça du coup. Non, c'est top. C'est juste, voilà, se rendre compte que, il y a, en fait, pour tous les exercices qu'on peut donner, même, il y a toujours un niveau plus un et un niveau moins un. Ouais, Et je dis toujours, il faut complètement. penser à un niveau plus un et moins un dans tous les exercices qu'on a en tête. Ouais, Parce que le patient, ça, c'est même, on déborde même, je pense même pour toutes nos rééducations, mais le patient, il peut toujours venir avec une douleur qu'il n'avait pas la dernière fois et il faut pouvoir s'adapter. Et je me dis que si on a à chaque fois le plus un ou même le plus 2, moins 2, c'est encore, ça, c'est le luxe. complètement. Et ben ça, je trouve ça hyper intéressant. Et je pense que c'est vraiment une règle qu'on devrait tous avoir. Ça paraît évident Yes. quand je le dis comme ça, mais perso, au début, quand j'ai commencé à bosser en kiné, j'avais pas spécialement cette logique-là. Je suis J'avais juste, d'accord. tu vois, mes patterns, squat, fente, etc. Et une fois que le patient avait mal, je disais, merde, qu'est-ce que je fais? Et en fait, parfois, c'est tout bête. Comme tu dis, tu décharges juste un petit peu, tu mets Ouais, une main sur un mur, tu mets un machin. Juste, tu modules un peu ça et c'est pas plus compliqué que ça. Et, euh, exactement. et je sais pas, toi, là, tu vois, on parle du travail du tendon, etc. Est-ce que tu fais aussi pas mal de travail de pied donc, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que j'ai encore vu, il y a pas longtemps, une petite conférence de Romain Tourillon sur le pied. J'adore, d'ailleurs, pour ceux ou celles qui nous écoutent, je vous encourage vraiment à aller voir ce que fait Romain et son équipe, d'ailleurs, hein, sur le pied, sur le travail du pied, etc., avec Massamba. C'est vraiment remarquable, notamment même Mm. sur la cheville. Et du coup, moi, perso, il m'a vraiment changé la vision que j'avais de travailler le pied, genre Ouais. clairement. Et du coup, voilà, c'est pour savoir un petit peu à quel point toi, tu as introduit ce type de travail aussi, à quel point tu juges ça utile ou pas spécialement dans les rééducations. Yes. Euh, je l'intègre dès le début du continuum rééducatif, Ouais. véritablement, dès lors que nos patients peuvent ne serait-ce que travailler en décharge, le fait dès maintenant, Mhm. parce qu'encore une fois, ils vont connaître une certaine période d'immobilisation, donc leurs capacités vont diminuer, et puis de toute façon, on ne peut pas travailler, j'ai envie de dire, de manière optimale le complexe et l'unité muscle-tendon, mollet, tendon d'Achille, sans intégrer le travail du pied. Ouais. Donc le plus précocement possible, j'essaie de travailler l'ensemble des muscles intrinsèques, extrinsèques, en individualisant sur le travail du premier rayon, Mhm. les autres orteils, le médio-pied, et puis j'essaie de coupler ça ensuite au travail
à la fois du pied et d'unité muscle-tendon. Mhm, Mais évidemment, ça a une place qui est fondamentale dans la rééducation de ce sous-groupe de population, en tout cas, mhm, pour que derrière, bah, le retour à la performance, si on se projette plutôt loin dans le continuum, soit des plus sécuritaires et performants possibles. mhm. Donc oui, j'accorde une grosse importance au travail du pied dans ces rééducations-là. Et il serait de m'imposer encore une fois, mais c'est simplement pour te dire que tu arrives à la fin de cette première partie. Donc en fait, à partir de maintenant, ben, tu l'auras peut-être compris, on a décidé, sur base de vos retours et aussi ben, de notre bon sens, de se dire que les longs épisodes, donc qui duraient plus qu'une heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie parfois, eh bien on a décidé de les scinder en deux parties. Simplement, ben, ça facilite ben, le parcours des épisodes, parce que quand tu as un épisode de 3 heures et que tu oublies où tu étais, et que tu dois commencer à rechercher où tu étais, etc., ou que Spotify a oublié de notifier ben, ta progression, c'est parfois vachement galère et ça décourage parfois même de continuer d'écouter le podcast. Donc voilà, simplement c'est pour te dire que c'est la fin de cette première partie, mais t'inquiète pas, il y a une deuxième partie qui arrive très très bientôt. Et pour ne pas la louper, eh bien n'hésite pas à venir nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu nous écoutes, ou même bah, sur YouTube si tu veux du format vidéo. Allez, on te remercie pour ton soutien et on te dit à très très vite sur Entendons. Ciao. Alors avant de te quitter, simplement un petit message pour te remercier, toi qui es en train d'écouter ou de visionner ce podcast. Je ne sais pas si tu nous regardes plutôt sur YouTube ou si tu nous écoutes plutôt sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Bref, il y a plein de façons de nous consulter. Mais donc voilà, merci beaucoup simplement, mais parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 10 000 à nous écouter ou à nous visionner chaque mois sur Entendons. C'est vraiment un énorme cadeau pour nous de voir qu'il y a un tel engouement derrière le podcast, que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre et à même nous faire vos suggestions en message privé. Bref, c'est vraiment une énorme récompense pour nous. En plus de ça, eh bien, vous êtes beaucoup à nous mettre des notes 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et ça aussi, c'est hyper précieux. Ça peut sembler bateau parce que je me doute que dans tous les podcasts, vous entendez la même chose. Mais en tant que créateur de contenu et en tant qu'hôte de ce podcast, à titre personnel, je peux vous le dire, c'est vraiment une énorme récompense pour nous mais de voir au moins que vous mettez eh bien, 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça peut sembler rien, mais je vous assure que ça permet non seulement de nous référencer davantage, mais également ça nous donne eh bien, un feedback direct de ce que vous avez pensé de ce podcast. Donc voilà. Encore une fois, mille merci. N'hésitez jamais à venir nous faire une suggestion, que ce soit pour un invité ou une invitée que vous aimeriez voir, une thématique ou bien d'autres choses. On est vraiment ouvert à tout. Si jamais vous voulez en discuter, eh bien, n'hésitez jamais aussi à nous envoyer un mail, soit sur mon adresse mail augustin@fullphysio.com ou bien sur nos canaux, que ce soit sur Instagram, etc., en message privé. On essaiera toujours de répondre dans les plus brefs délais. Allez, encore mille merci pour ton soutien, encore mille merci pour votre soutien, et puis bah, je vous dis à très très vite dans vos oreilles. Ciao ciao.